Salam alaikum Azul, bonsoir. Dans sa dernière lettre à la presse algérienne, du moins celle qu'on lui prête, le président Bouteflika n'en finit pas d'exhorter les journalistes à dénoncer les dérives, à mener des investigations sur les atteintes aux affaires publiques et privées et à demander des comptes à quiconque transgresse la loi. Le même personnage qui a signé cette lettre au nom du président affirme aussi, dans la même missive et avec la même emphase, que l'Algérie est en droit de s'enorgueillir de la constitutionnalisation de la liberté de la presse écrite et audiovisuelle et même sur les médias sociaux, loin de toute restriction ou toute forme de précensure. Une constitution qui garantit la diffusion d'informations, d'idées, d'images et d'opinions en toute liberté et dans le respect des constantes et valeurs de la nation et des droits de la personne. Fin de citation. Et en fait, le rédacteur de cette lettre, dont nous savons tous qu'il n'est pas le président Bouteflika, n'a fait que s'inspirer de la Constitution algérienne de 2016, parce que dans son alinéa 4 de l'article 50, la Constitution algérienne dispose que, je cite, « Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. » Fin de citation. Je répète, le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté. Or, fin de citation. Or, et de façon particulièrement outrancière, humiliante, méprisante et méprisable, le régime continue d'emprisonner des journalistes pour ce qu'ils écrivent, pour ce qu'ils déclarent dans l'exercice de leur profession. Des arrestations spectaculaires où les journalistes sont livrés en pâture à la foule, menottes aux poignets, encadrés par des gendarmes qui les traitent comme de vulgaires malfrats. En prison, des consignes semblent avoir été données pour qu'ils ne se croient pas en sinécure. Les mauvais traitements subis par le journaliste Mohamed Tamalt, Rabbi Rahmou, et sa mort en prison pendant une grève de la faim sont éloquents des méthodes de garde chiourme qu'utilise le régime pour briser les récalcitrants. Mais le mal est beaucoup plus profond que tout cela. Plus que ces mauvais traitements que subissent les journalistes qui refusent de s'auto-censurer. C'est l'incarcération de toute la profession dans une logique de la carotte et du bâton. De la publicité très abondante pour les médias qui rentrent dans le rang et des mises en faillite pour les récalcitrants qui sont privés de subsides publicitaires contrôlés quasi totalement par le régime. Et son représentant en la matière, le ministre de l'Information, que la presse qualifie très ouvertement et très justement de ministre de la pub. Il y a aussi un autre aspect de cette lamentable situation, autrement plus douloureux. C'est celui du manque de solidarité des journalistes les uns avec les autres. De l'intrusion de bagarre, de baltagia, en tout genre, dans le milieu des patrons de presse et de syndicats des journalistes véreux, dont les membres sont dans des logiques de corruption que le régime arrose comme il le fait pour les autres syndicats marrons des autres corporations. Aujourd'hui. Libération. En Algérie, le gouvernement s'attaque à la presse en ligne par Hala Kodmani. Jeune Afrique, Algérie. 2 journalistes risquent jusqu'à 5 ans de prison pour diffamation. Monde Afrique. En Algérie, la presse en ligne touchée par une vague d'arrestations par Amir Akef. Algérie, journaliste en prison. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler,
J'ai ici avec moi Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci Jamaldine pour l'invitation. Alors, au téléphone, nous allons avoir Karim Kabir, qui va essayer de nous parler un peu de l'affaire et de tout ce qui se passe, et Khaddour Chouisha, que nous aurons en Skype, universitaire, syndicaliste, militant des droits de l'homme. Nous allons commencer par Karim Kabir. Karim Kabir, d'abord bonjour et merci d'être avec nous. Karim Kabir. Karim. Nous l'avons perdu, nous allons essayer de le retrouver. Alors, Saïd Aknin. Donc voilà, procès des journalistes a commencé aujourd'hui par ceux de Mediapart, Abdou Sammar et Marwan Boudiab. Ils sont au tribunal de Bir Mourad Raïs, avec une forte présence de journalistes qui sont venus leur témoigner leur solidarité et des avocats, des ténors du barreau qui sont là pour les défendre. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ? Nous allons écouter Qadi Ihsan dans une conférence de presse nous expliquer un peu pour que vous puissiez voir jusqu'où peuvent aller ces gens-là. Alors, nous allons écouter donc Qadi Ihsan. Ce commentaire, ce n'est pas celui du Sahel, qui est devenu plaignant parce qu'il y a un article de Algéripa qui met un lien entre son beau-frère et les promotions immobilières à Alger. Il y a quelque chose de pas normal, le beau-frère du Wali est devenu un baron de la promotion immobilière et donc il a bénéficié de toutes les facilités, etc. Il y a eu une plainte qui a été faite au nom de la wilaya et non pas au nom du Wali, pour vous dire un petit peu l'utilisation des institutions. Et c'est un vice de forme parce que dans la même plainte, il y a l'accusation de Massas la vie privée, et donc ça ne peut être qu'une personne physique. Donc erreur de procédure dans la plainte. Et le Wali a obtenu de mettre en prison sur un écrit un journaliste et un éditeur de presse électronique. On est dans le schéma classique d'avant 2012. La deuxième plainte, c'est celle de Anis Rahmani, directeur de Nahar, qui est encore plus invraisemblable. C'est une plainte contre la publication de Amira Bouraoui sur les réseaux sociaux qui lui dit « Je vais te... elle a utilisé une expression qui a été considérée comme une menace. « Je vais te foudroyer ». Elle a mis sa photo, c'est sur son compte Facebook. À la limite, c'est son droit, il peut l'attaquer en justice pour menace sur les réseaux sociaux. Monsieur Anis Rahmani, là aussi, il a délégué quelqu'un et il a déposé plainte contre un média qui a repris cette information. Algéripa a repris l'information. Il a mis le poste de Amira Bouraoui sur Algéripa pour dire voilà chose ça est. Et c'est donc le média qui a repris l'information des réseaux sociaux qui est attaqué et dans les 48 heures on obtient la garde à vue et la mise en détention préventive. On est dans quoi? On est dans un délit de presse, mais de la pire espèce. Parce que non seulement la plainte n'est pas adressée à la personne qui devrait la subir, mais en plus on a une procédure en urgence comme s'il s'agissait de... Voilà. Il n'y a rien d'autre que cela. Alors Saïd, c'est incroyable, hein, c'est proprement incroyable. Il n'y a qu'en Algérie où ce genre de choses peut se passer. Écoutez bien, d'abord la Constitution, elle interdit d'emprisonner des journalistes pour délit de presse. C'est tant est qu'il y a délit de presse. Même s'il y a délit de presse avéré, on ne peut pas mettre un journaliste en prison. On le juge en citation directe. On ne le met pas en prison. C'est la Constitution. Malgré ça, ils les ont mis en prison. Alors, plus que ça, le président de la République, Zama Hou li dar la lettre. On fait comme si c'était lui qui a écrit la lettre. C'est une lettre officielle. Il a écrit la lettre aux journalistes où il leur demande de mener des investigations, de dénoncer les abus, de ne pas craindre qui que ce soit et d'aller au charbon, de faire leur travail. Il leur demande. Et là, ils sont arrêtés, ces journalistes. Ils sont exhibés comme des animaux de foire, menottes au poignet, avec des gendarmes qui leur tiennent la tête, qui les font rentrer comme des criminels en voiture. Et ils sont en prison. Ils sont mis en prison, comme Mohamed Tamalt, qui est mort, rappelons-le. Le problème, Saïd Aknin, et Qadi Ihsan viennent de nous le dire. Pourquoi ils sont en prison? Les gens de Mediapart, Abdou Sammar et Marwan Boudiab. D'abord pour deux affaires. La première concerne la wilaya d'Alger, c'est elle qui a porté plainte. Pourquoi elle a porté plainte? Pas parce que la wilaya... Tenez-vous bien, hein?
Pas parce que la wilaya d'Alger a été diffamée, non. Parce que le frère de Zour, Wali d'Alger, le frère, qui n'a rien à voir avec la wilaya, qui est promoteur immobilier, richissime, Abdou Sammar a fait un article sur lui. Alors, c'est pas lui qui porte plainte, c'est la wilaya d'Alger. Non seulement elle porte plainte, non seulement elle met le paquet pour qu'il soit mis en prison, le harbouf l'habs, qui m'égouloum. Mais en plus, la wilaya d'Alger demande combien, d'après vous? 2 millions de... 50 millions de dinars. 5 malayar. Et la deuxième affaire, et j'en aurai fini, je vous laisserai répondre. Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, qui est très connue sur les réseaux sociaux, qui a été attaquée, c'est elle qui a été attaquée en premier, par An-Nahar, par le fameux Anis Rahmani. Elle répond dans sa page, où elle lui dit des choses. Je vais ceci, cela. Elle le menace ou elle l'insulte, on ne sait pas. Alors que fait Abdou Sammar? Il reprend ce qu'elle a dit intégralement et il le met dans Mediapart. Il a relayé, ce n'est pas lui qui a dit ça, il a relayé une information. Il a dit Amira Bouraoui a dit ceci à Anis Rahmani. Et pour cette affaire, il a été mis en prison, lui et son collègue. Et que demande Anis Rahmani? 2 millions de dinars, 200 millions de centimes. Je vous laisse vous expliquer. Nous expliquer ce que vous ressentez. D'abord, je salue chaleureusement et fraternellement tous les téléspectateurs, les amis, qui se sont posés des questions sur mon absence à un certain moment. C'est juste une histoire que l'histoire va révéler un jour. Ceci dit, revenons à l'essentiel, à savoir le sujet. Ce sujet de la liberté de la presse et de la liberté au sens général et de la prison, je dirais que l'Algérie aujourd'hui est une prison à ciel ouvert. Est une prison prise en otage par la présidence, le commandement militaire, la mafia et le relais dans la base sociale du régime. L'affaire des journalistes, moi je dirais, moi qui est militant du terrain, enfant du peuple, ça m'étonnerait si ce genre de situation, non pas que je les souhaite ou je les suggère, ça m'étonnerait si elle n'arrive pas face à un régime dans une situation d'indécence, dans une situation de, je dirais même une expression que je n'aime pas, mais je la dirai. Le régime aujourd'hui est dans une situation vulgaire, obscène. Il a dépassé l'indigence. Il y a certains indices. Quand on voit la prostitution politique de certains qui parlent de l'ranima, parce qu'on a dépassé aussi le cadre de la chiata. La presse en Algérie, d'abord dans le parti unique et unique. Il y avait des organes de propagande. Et en 89, le régime, octobre 89, il n'y avait pas d'ouverture politique. Il y avait un alignement sur un ordre mondial pour la survie du régime. Aucune ouverture à aucun moment. Il y avait une tromperie générale. Et c'est pour ça que l'ouverture, ce qu'on a appelé d'une façon injuste et arbitraire ouverture, était très courte et tous les plans étaient ficelés avant même l'ouverture. C'est-à-dire les plans de l'arrêt ont été ficelés. Là, vous voulez dire que la presse a été muselée avant sa naissance. Avant même sa naissance. Avant sa naissance. Je donne un certain nombre d'éléments factuels. Qui étaient devenus les patrons de presse après l'ouverture? C'était les journalistes qui étaient dans l'organe unique, dans la presse unique, qui étaient habitués à une ligne unique. C'est-à-dire qu'il y avait une préparation psychologique, ce qu'on a appelé avec mes amis les frontières cognitives, qui ne les prédisposaient pas à écouter une différente pensée. Mais quand même, ils ont fait quand même un certain travail au début une liberté de temps. Ils allaient sur certains dossiers. Les Algériens n'avaient pas l'habitude. Même s'ils n'ont pas été au fond des choses, même par exemple si l'armée n'a jamais été critiquée, jamais. Mais des ministres ont été critiqués, même le président de la République. Les vérités admises, c'est pour cacher de gros mensonges.
l'illusion n'est jamais la réalité. Si réellement il y avait cette volonté, elle aurait continué. On aurait eu aujourd'hui des fruits et aujourd'hui, nous dénonçons, nous condamnons ces arrestations arbitraires. Ce n'est pas des malfrats, c'est ceux qui ont dilapidé les 1000 milliards qui devaient être traités de la façon. Ce n'est pas ces gens qui, à un certain moment, ont eu accès. Ils ont joué à des rôles. Ils avaient des possibilités d'avoir des dossiers, ce qu'on pourrait appeler justement ou injustement des porte-plumes, des porte-dossiers. Mais ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en prison et les prisons algériennes croupissent de prisonniers politiques. Nous condamnons et demandons la libération immédiate de ces hommes et de ces femmes. Vous savez, la presse, les contre-pouvoirs sont les poumons de la démocratie. Et comme ce régime, ils ont peur de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la transparence, ils ont peur de la liberté. Mais je reviendrai et je termine juste sur ça. Oui. C'est juste pour ces débuts de la presse. La presse dans les années 90 qui avait pris, c'était les patrons de presse qu'on en a accordé. On leur a donné des salaires, on leur a donné... Mais je termine parce que il y a une suite, Djameldine, il y a une suite, il n'y a pas une discontinuité. Et puis dans les années 90, au nom du terrorisme pédagogique, là je rends hommage et je demande vérité et justice. L'assassinat de Tahar Djaoud, l'assassinat de Yifsah, l'assassinat de Maqbel, ça c'est du terrorisme pédagogique dont seul responsable le régime et les islamistes de la maison. Aujourd'hui, Madani Mzreg, il est en liberté et Saïd Chitour, il est en prison. C'est ça la République? C'est ça la réconciliation nationale? Et je reviens à vous dans un moment. Avant de recevoir Karim Kabir qui est avec nous, on m'apprend à l'oreillette que certains journalistes déplorent l'absence d'hommes politiques, même si certains s'y sont rendus. Ils sont rendus au tribunal de Bir Mourad Raïs et certains n'ont même pas été admis à pouvoir rentrer à la salle d'audience. Mais on nous apprend aussi que Ali Ibn Haj s'est rendu en solidarité avec les journalistes et qu'il a été arrêté, enlevé et que jusqu'à présent il n'a pas encore été relâché. Karim Kabir, merci d'être avec nous. Karim Kabir. Karim, est-ce que Karim est avec nous? Karim Kabir, est-ce que Karim est avec nous? Il y a un petit souci, semble-t-il. Est-ce que Qaddour Chouicha, nous avons réussi à le... Est-ce que Bouzid Ishalalen, nous avons réussi à le contacter? Il semble qu'il y a un vrai souci aujourd'hui, je suis désolé. Saïd Aknin. Aujourd'hui, les gens qui ont été arrêtés sont généralement ceux de la presse en ligne. Tout à fait. Et qui réellement font un travail fabuleux. La plupart des journaux en ligne, sauf ceux qui appartiennent au régime, parce que le régime a voulu rattraper. Hein. Il a vite fait en sorte que ses fidèles... Karim Kabir est avec nous. Karim Kabir. Oui, bonsoir Jamal. Bonsoir Karim et merci d'être avec nous. Je vous en remercie. Alors, Karim, j'allais poser la question à Saïd, je vous la pose, avant d'en arriver à l'affaire en elle-même. Aujourd'hui, le régime semble avoir focalisé sur la presse en ligne. Est-ce pour envoyer des signaux, faire peur à ceux qui deviennent de plus en plus audacieux, qui traitent de plus en plus de dossiers et qui semblent échapper un peu au contrôle du régime, ou est-ce juste un hasard? Absolument. Vous savez déjà, on a affaire à un régime qui a décidé depuis quelques années, en tout cas, de remettre en cause tous les acquis arrachés par les années, par les événements de 88. Donc, tout pratiquement a été remis en cause. Et puis, avec le formidable, en tout cas la formidable révolution numérique. Donc de plus en plus, les médias électroniques gagnent en audience. Ils sont de plus en plus
suivi, donc il y a les réseaux sociaux. Mais vous savez que nous avons affaire à un régime qui n'est ni préparé, ni convaincu par tout ce qui se passe autour de lui. On se rappelle très bien comment il a bien manœuvré un peu pour empêcher qu'il y ait ce qu'ils appellent eux le printemps arabe. D'ailleurs, c'est à propos, puisqu'il y a quelques jours même, le ministre de la Justice a encore une fois parlé du printemps arabe pour le présenter comme étant un danger. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils ont non seulement ils sont pas préparés, c'est un régime qui est complètement archaïque, qui n'est pas préparé, qui n'est pas disposé encore à se moderniser, qui est hostile foncièrement à toute ouverture, à la liberté à travers le net, mais en même temps que dans la situation actuelle qui est très très critique et à la veille d'une élection présidentielle où on voit quand même certains indices des arrangements au sérail et de la lutte sans merci pour la succession, donc forcément ils ne peuvent pas tolérer à ce qu'il y ait des voix qui vont perturber un peu le scénario qu'ils ont dû probablement concocter pour le pays. Et d'autant plus qu'ils savent qu'avec les réseaux maintenant, l'information circule rapidement. Et ils ont peur aussi que d'autres informations soient révélées parce que tout de même, ça a montré que quand même des informations qui ont été fuitées. Bon, maintenant, on ne va pas discuter sur l'intention ou les manœuvres qui sont derrière, mais de toutes les façons, je crois qu'ils veulent à tout prix donner l'exemple aujourd'hui à travers ces procès. Karim Kabir, la Constitution, la dernière mouture, dans son article 50, il est clairement stipulé qu'on ne peut pas mettre en prison un journaliste pour délit de presse, si tant est que le délit de presse est avéré, établi, prouvé. Même avec ça, on ne peut pas le mettre en prison. Absolument. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Absolument. Ouais. Il y a aussi l'article 56 sur la présomption d'innocence. Tout individu est considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'est établie par la justice. Donc, je ne vois pas pourquoi on met des journalistes en détention préventive et une mesure, d'ailleurs, les avocats l'expliquent assez bien, c'est une mesure qui est souvent exceptionnelle, mais qui est pour les individus jugés très dangereux, qui ne présentent pas, qui risquent de ne pas présenter des garanties qu'ils vont se présenter au tribunal le jour du procès. Mais là où vous avez affaire à des journalistes qui sont identifiés, que tout le monde connaît, qui ont, pour certains, qui ont une certaine aura, quoi qu'on en dise, même si on ne partage pas par ailleurs peut-être certains de ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est des gens qui ne présentent pas de danger particulier, donc il n'y a absolument pas raison à ce qu'on... Ça veut dire on a vraiment voulu faire peur. Mais Karim Kabir, moi ce que je ne m'explique pas, c'est que non seulement il n'y a pas de véritable solidarité de façon massive, forte de nos confrères, mais en plus, et pire, et vraiment... j'allais dire humiliant, et que certains confrères ont prêté main forte au régime, ont prêté leurs médias pour exhiber ces journalistes en menottes, ils ont déclenché des polémiques à n'en plus finir sur ces gens, jusqu'à nous les présenter comme les pires criminels qui soient. Là, Jamal, on est dans un autre débat. Je crois que là, vous soulevez un peu le problème de la crise de la presse, mais je crois que c'est pas propre uniquement à la presse, c'est aussi le propre des partis politiques, un peu de la situation générale du pays. Nous avons connu une grave régression. Donc aujourd'hui, le peu de gens qui expriment leur solidarité, ils le font beaucoup plus par conviction. Mais combien sont-ils aujourd'hui justement à résister au rouleau compresseur, soit de la compromission, soit de la corruption, soit parce que de la démission complètement.
Donc je crois que chacun est responsable de ce qu'il fait simplement, mais on ne peut pas en tout cas exiger aux gens d'exprimer leur solidarité s'ils ne sont pas convaincus ou s'ils estiment que la cause n'est pas noble. Donc moi personnellement, si je fais le constat qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité comme certains le reprochent, mais ça renvoie beaucoup plus, à mon avis, à une situation beaucoup plus complexe qui renvoie à la situation du pays en général, aux conditions d'exercice. Eh bien, nous en parlerons une autre fois dans une émission que nous allons consacrer à ce sujet, Karim. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. À la prochaine, Inch'Allah. Et nous recevons Kaddour Chouicha, que nous avons fini par joindre finalement. Kaddour Chouicha, merci d'être des nôtres. Je vous remercie et le bonjour à tout le monde et en particulier vos téléspectateurs. Merci. Alors, Kaddour Chouicha, dans une conférence de presse tout à l'heure, Qadi Ihsan nous apprend que finalement ce qu'on reproche à Abdou Sammar et à son confrère Marwan Boudiab, deux affaires. La première est que la wilaya d'Alger s'est constituée partie civile et a porté plainte pour diffamation, atteinte à la vie privée, mais non pas parce que Abdou Sammar a attaqué le wali d'Alger, mais son frère, qui est un promoteur immobilier. Et c'est la wilaya d'Alger qui se constitue. Et l'autre affaire, et on reproche, et là c'est Anis Rahmani de Nahar qui a porté plainte, on reproche à Algérie Part d'avoir relayé une déclaration qu'a faite Amira Boraoui sur sa page Facebook. Et Algérie Part n'a fait que relayer. Il a pris la même phrase et il l'a mis dans son journal. Et c'est pour ça qu'on a mis en prison ces deux journalistes. Alors, quel est votre commentaire sur cette très curieuse façon de faire la justice, de rendre la justice? Non, on ne les a pas mis en prison pour ces deux affaires. Oui, dites-nous. On les a mis en prison pour lancer un message à tous les journalistes. Quand on veut vous condamner, on peut le faire facilement en prétextant n'importe quoi. Même si demain vous frappez un chat, nous avons le droit de vous mettre en prison parce que vous avez frappé un chat. Donc, tous les autres discours sur la légalité, sur les accusations fondées, non fondées, je pense que nous ne sommes pas dans un état de droit pour tenir ce discours. Nous devons aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes devant un pouvoir qui use et abuse de tout ce qu'il a dans les mains, et en particulier de l'appareil judiciaire. Mais, donc, de temps en temps, il lance un message. Kaddour Chouicha, nous savons que nous ne sommes pas dans un état de droit, mais on aurait pensé que ce régime aurait épargné un tant soit peu de son image, puisque en 2016, la dernière mouture de la Constitution algérienne, qui a été réaménagée 1001 fois, il y a l'article 50 qui précise de façon claire qu'aucun journaliste ne peut être mis en prison pour un délit de presse. Si tant est que le délit est avéré, même s'il est avéré, le délit de presse, on ne peut pas mettre le journaliste en prison. On ne peut pas le priver de liberté. Et c'est la Constitution. Alors comment? Et au nom de quelle loi? Est-ce qu'il y a des décisions politiques qui peuvent être au-dessus de la Constitution? Nous sommes dans un pays qui ne respecte pas sa Constitution. Pour avoir été souvent dans les arènes internationales pour déposer des plaintes et des rapports contre l'Algérie, je sais que le pouvoir algérien a une constitution qui sert comme vitrine au niveau international. Elle n'est pas faite pour être respectée, pour être appliquée. Nous avons une APN qui ne sert pas les intérêts de la population, mais qui sert simplement comme paramètre au niveau international pour dire nous avons une APN, nous avons des élections, nous avons. Donc il faut bien qu'on comprenne que tout cet édifice n'est pas fait pour nous les Algériens, est fait pour être utilisé au niveau international, si tant est qu'au niveau international, on ne connaisse pas la réalité. Mais il y a aussi un jeu morbide au niveau international qui sait très bien ce qui se passe en Algérie et ne veut pas trop se casser la tête parce qu'il y a des intérêts.
Mais je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faut comprendre que les lois en Algérie ne sont pas faites pour être appliquées, surtout des textes aussi importants que la Constitution. Ils sont faits simplement pour dire au niveau international, regardez ce que nous avons, regardez les avancées que nous faisons. Mais en réalité, rien n'a changé. Le procès de 2 journalistes d'aujourd'hui au tribunal de Bir Mourad Rais n'est que le commencement. Il va y avoir d'autres procès dans les jours qui suivent pour d'autres journalistes, tous de la presse électronique. Ça veut dire qu'on sent que c'est une opération menace et intimidation contre la presse électronique. Pourquoi, à votre avis? Est-ce parce que ces derniers temps, la presse électronique et les réseaux sociaux deviennent de plus en plus audacieux, divulguent de plus en plus d'affaires, deviennent de moins en moins contrôlables par le régime, ou est-ce juste un hasard, juste parce que ces gens sont tombés dans une souricière tendue par ceux dont ils ont révélé les turpitudes? Non, je pense qu'il faut prendre ça dans sa globalité. Nous vivons une normalisation qui a touché beaucoup de secteurs, une normalisation violente. Les partis politiques ont été neutralisés. La presse écrite a été neutralisée. Le monde associatif a été neutralisé. Maintenant, le pouvoir essaie de se tourner vers des secteurs qui lui échappent plus ou moins partiellement, tels que le monde du syndicat, tels que la presse électronique. Donc, une petite stratégie, c'est d'arriver à museler que ce soit le champ syndical, que ce soit le champ de la presse électronique. Et sûrement qu'il y aura des textes qui vont être élaborés pour museler la presse électronique. Mais c'est un peu plus difficile, pourquoi? Parce que autant un journal presse écrite ici, on peut le museler facilement en lui coupant les vivres, en lui donnant pas de publicité, en lui permettant pas de rentrer dans son immeuble comme le Watan, dans son nouveau immeuble, autant il est difficile de mettre main basse sur la presse électronique, surtout quand les gens peuvent avoir des sites à partir de l'étranger. Donc, c'est un peu plus difficile. C'est pourquoi il faut faire peur d'abord, puis après, essayer de faire un texte qui puisse leur assurer une maîtrise plus ou moins totale de la presse électronique. Restez avec nous, Khadr Saïd Aknin. Donc, faire peur à la presse électronique, mais pas seulement. Les réseaux sociaux aussi. Et la meilleure preuve en est que le fameux Amir DZ, ce blogueur qui est en train de débranler le régime, qui a des millions de gens qui le suivent, d'abonnés. C'est un véritable phénomène de société. Cette page, elle a presque 3 millions d'abonnés. Et il reçoit même des galons, des photos de Kalachnikov, avec des gens qui lui écrivent sans montrer leur visage pour lui dire « On est avec toi », des gens des services de sécurité. Alors, comme ils n'ont rien pu lui faire, lui, il est en France, il est ici, ils ont arrêté son frère. Son jeune frère, le jeune Boukhars, qui est en prison avec les journalistes. Tout à fait. Ils ont malmené son père, qui a 81 ans, voilà, qui est malade et qui ne marche même pas. Pourquoi qu'ils l'ont fait? C'est au-delà de la peur. Au-delà de la peur. Les lois qui sont en train d'appliquer, ce sont l'héritage des lois d'exception des années 90. Les méthodes qu'ils sont en train d'utiliser sont l'héritage des méthodes qu'ils ont utilisées dans les années 90. Comme quoi, rien n'a changé de ce régime. Mais les années 90, ils zigouillaient les gens. Mais ils tuaient les gens, ils ne les mettaient pas en prison. Je termine parce qu'il y a plusieurs morts. Il y a la mort physique. Maintenant, il y a un travail formidable qui a été fait par un certain nombre d'hommes et de femmes de valeur et d'honneur, qui ont la vérité, la crédibilité chevillée au corps, qui ont sillonné les capitales, qui ont fait prendre conscience au monde entier que ce régime est un régime criminel, que l'alibi qu'ils utilisaient pour justifier leurs crimes ne tenait plus. Et depuis 2001, il n'y a que le 11 septembre qui a sauvé le régime algérien. Et ça, tout le monde aujourd'hui le dit.
Avant, il n'y a que ceux qui étaient convaincus. Avec l'apparition du livre La sale guerre... 11 septembre, je précise votre pensée, ça veut dire que cette occasion du 11 septembre, au Tout à moment fait, où les tout à avions percutaient les Twin Towers, eux, ils paraissaient désormais comme les sauveurs contre le terrorisme mondial, Tout à fait, etc. tout à fait. Et ils sont devenus les héros, les copains des Américains, etc. Exact. Bon, cette situation, aujourd'hui, je vais vous donner une statistique. L'Algérie est classée 136e sur 180 par Sur RSF quoi? Par quoi? en liberté de la presse. D'accord. 100 combien? 136e Sur 180. Parmi les bons derniers, quoi. Parmi les derniers. Les 50 derniers. La Tunisie est devant, le Maroc est devant, le Cap-Vert est devant, y compris l'Égypte est devant, tous les pays sont devant, le Sénégal est devant, le Cameroun est devant, le Mali est devant. Et qui est derrière, à part la Corée du Nord? Il y a la Corée du Nord, il y a... Une cinquantaine de pays quand même. Hein. Il y a, je crois, Cuba, il y a un certain nombre de pays dont écrire et dire ce qu'on pense est synonyme de mort. En Algérie, ce fut le cas. Mais pour Tamalt, ce fut le cas. Il en est mort. Ce fut le cas pour Tamalt. Ouais. Ce fut le cas pour Yefsah. Oui. Ça fut le cas pour Marbel. Oui. Ça fut le cas parce que moi, je ne suis pas de ceux qui ont mangé l'herbe de l'amnésie et de l'oubli. Parce qu'il y a certains, au nom de l'urgence, ils nous disent une chose. Oubliez, effacez, passons à autre chose parce qu'il y a l'urgence. La maison, elle brûle, on doit trouver la solution. On doit trouver la solution, en effet. Mais avec des hommes et des femmes qui sont crédibles. Et là, moi... De quoi ils ont peur en s'attaquant à Amir Dezed? Non, mais juste pour corriger quelque chose, oui. C'est mon point de vue, c'est mon avis personnel. Ces journalistes qui sont tombés, une centaine au plus, ils ne sont pas morts du seul fait du régime. Il faut dire les choses pour que nous n'ayons pas l'air de... il y a eu aussi des terroristes islamistes, à leur insu, qui ne savaient peut-être pas qu'ils étaient manipulés, qui faisaient le jeu du système, mais qui ont assassiné ces journalistes. Tu sais bien que c'est aussi mon point de vue. Oui. Mais ce que je dis, il faut que nous le précisions. Ce que nous disons, c'est que nous voulons vérité et justice. Avant de vouloir faire quoi que ce soit, avant de vouloir faire un pas, avant de vouloir construire, avant de vouloir se réunir autour d'un projet, quelconque projet, s'il n'y a pas vérité et justice, nous allons reproduire pire que ce qui a été fait par ce régime parce que nous n'avons pas appris la leçon assez. De quoi ils ont peur? Il y a un proverbe que j'adore. Il n'y a que celui qui a le foin dans son ventre qui a peur du feu. Aujourd'hui, pourquoi Amir Dezed leur fait peur? Parce que c'est ce qu'on appelle du journalisme citoyen. Ils peuvent aujourd'hui... Pourquoi que la toile, elle leur fait peur? Parce qu'il n'y a pas un seul organe de journalisme. Parce qu'il n'y a pas simplement une seule source. Parce que tous les Algériens, tout le monde peut aujourd'hui rapporter une information. C'est ce qu'on appelle le journalisme citoyen. Moi, vous savez, si les hommes politiques, y compris de l'opposition, veulent donner une leçon. Ils vont appeler Amir Dezed. Ils vont lui dire, et moi je le fais à travers cette tribune, je vais lui donner toute ma trajectoire. Depuis que j'étais au primaire, au collège, au lycée, toutes les structures politiques que j'ai faites, tous les jobs que j'ai faits, toutes les déclarations d'impôts que j'ai faits, tous les hommes que j'ai connus, tous les coins que j'ai fréquentés, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je vais lui dire une chose. Enquête, et si tu trouves quoi que ce soit, je suis prêt et je te donne. Mais pourquoi remettre à un seul homme pas simplement lui, c'est tout le monde. Ouais. Je dis à tout le monde. Oui, mais vous savez très bien que les gens qui sont dans ce régime ne vont pas faire ça. Ce régime ne choisit que les plus médiocres, les plus sombres, les plus corrompus. S'ils s'amusent à donner leur trajectoire, comme vous dites... Je ne parle pas simplement du régime. Oui. Nous sommes dans l'ère de la confusion et de l'imposture. Je parle aussi de l'opposition. Mais Amir Dezed, pardon, Saïd, Amir Dezed, moi, la dernière fois que je l'ai rencontré, on l'a vu ensemble d'ailleurs. Exact. Moi, je lui ai dit, franchement, Amir Dezed, bravo. Franchement, tu as réussi à les ébranler, un seul harrag. Mais franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec tes méthodes. Et qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, c'est les seules méthodes
capables d'obtenir des résultats avec de tels gens. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont sales et il n'y a que la saleté qui peut les... Djemeldine, moi j'ai réfléchi pendant très longtemps. Avec des amis, on a discuté. Parce qu'il y a certaines vidéos qui circulent autour du respect de la vie privée, autour d'un certain nombre de choses. On n'est pas moraliste. Aujourd'hui, la première des vies privées qui est touchée en Algérie, c'est ceux qui sont en train, et vous m'excusez pour l'expression, de violer l'Algérie. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire du mal, ils l'ont fait dans les années 90, ils l'ont fait pas loin que ça pour les jeunes filles, pour les femmes algériennes. Aujourd'hui, dire des vérités, il faut dire toutes les vérités et ne pas avoir peur des vérités. On doit avoir peur de deux choses. Moi, je suis croyant et je respecte les non-croyants. J'ai peur de Dieu et de faire du mal. Mais sinon, comme dit Gandhi, la vérité ne porte jamais préjudice à une cause juste. Quand la cause est juste, la vérité ne lui porte pas préjudice. Maintenant, effectivement, il y a des situations où les enfants... Non, mais oui. Moi, si j'ai une fille qui va faire la fête avec ses copains, qu'elle prend un verre de whisky, qu'elle est prise en photo par un de ses copains, qui ne s'entend pas avec elle, qui envoie la photo à un maire des aides et qui la fait paraître... Moi, vous voulez que... Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, c'est des méthodes, très franchement... Moi, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas un moralisateur. Moi, je suis citoyen, je suis l'enfant du peuple. L'enfant du peuple, moi, je viens juste de revenir du pays, je discutais avec des jeunes. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ces jeunes, ils ne sont pas là à dire, oui, la vie privée de tel, la vie privée de tel, la vie privée de tel, la vie privée de tel. Moi, je me comporte comme eux. Il y a... Protégez-vous. Si ce régime n'avait absolument rien à se reprocher, il ne se serait pas attaqué à un vieux de 81 ans. Et pourquoi eux, ils s'adressent à son frère? Et pourquoi eux, ils s'adressent... Et pourquoi eux, ils s'adressent à son père et à son frère, alors? Oui, en effet. Qu'est-ce qu'ils ont? En effet, très belle réponse. Khadr Chouicha, nous avons perdu pendant un petit moment, nous parlions donc de ce frère d'Amir Dezed, de ce Harrak qui est en train d'ébranler le régime à travers des révélations énormissimes, scandaleuses, sur les membres du régime et leurs familles. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il est en France, qu'ils n'ont pas prise sur lui, ils ont envoyé des gens vraiment faire des misères à son père de 80 ans, puis ils ont arrêté son frère. Il est en prison en ce moment. À votre avis, est-ce qu'ils vont déclencher leur batterie de guerres habituelle contre les gens des réseaux sociaux? Est-ce que ça aussi, c'est un avertissement aux blogueurs qui sont sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas un avertissement, puisque cela a été déjà fait. En réalité, en Algérie, on ne sait pas combien de blogueurs, combien de gens qui sont dans les réseaux sociaux, sont actuellement soit en justice ou en prison. On n'a aucune connaissance. Surtout que la plupart du temps, c'est des individus isolés, qu'on peut cueillir facilement. Donc, croire qu'ils en sont encore à l'avertissement, mais c'est faux. Ils sont déjà dans une stratégie pour faire peur d'abord à ceux qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont isolés, puis petit à petit aller vers les collectifs. Donc c'est pourquoi nous disons toujours aux gens, ne restez pas tout seuls, vous êtes sans protection, il faut former des collectifs. Et ça, c'est une stratégie qui dure depuis très longtemps et on espère peut-être pouvoir rassembler assez de gens pour montrer au monde entier le nombre de blogueurs, le nombre de gens qui interviennent dans les réseaux sociaux, qui sont actuellement en justice ou bien en prison. Et je crois que ça sera une surprise totale pour tout le monde. Mais sinon, Khadr Chouicha, comment faire pour essayer? Vous venez de nous dire qu'il y a certains blogueurs qui ont été menacés, peut-être emprisonnés, peut-être inquiétés, sans qu'on n'en sache rien. Comment faire? Est-ce qu'il ne serait pas possible de mettre en place une sorte de cellule d'alerte, des sentinelles, justement pour essayer de créer une sorte de solidarité entre ces gens? Nous avons essayé écoutez, quand on propose des solutions, ça paraît facile, mais sur le terrain, c'est un peu plus difficile. Donc nous sommes depuis plusieurs années, nous essayons de monter un collectif qui puisse regrouper beaucoup de monde. Mais je pense que le leadership et à certains moments aussi l'idéologie
nous sépare. Il faut vraiment que les gens se rendent compte que c'est un luxe maintenant pour nous de nous séparer à cause de l'idéologie ou bien à cause du leadership, parce qu'il y a danger dans la maison, à l'intérieur, il y a le feu. Donc nous avons repris il y a peut-être 2 mois une initiative en contactant des gens au niveau national pour leur dire il faut qu'on se réunisse et il faut qu'on parle de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion en Algérie. Il faut qu'on montre au monde entier ce que c'est que l'Algérie en réalité. Au-delà des discours creux et des slogans, il faut qu'on réussisse à donner une image réelle de l'Algérie, donc en posant la question des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Parce que pour nous, c'est soit des prisonniers politiques, soit des prisonniers d'opinion. Et d'après les premiers retours d'écoute qu'on a eus, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de gens ont compris la nécessité de se réunir sur cette question fondamentale. Et à quel niveau vous avez organisé ça? Au niveau du CES, au niveau de la LD? Non, c'est ouvert. Il y a en même temps des organisations. En même temps, nous avons contacté des avocats parce qu'eux sont les premiers à être au courant des différents cas. Donc, je profite même à travers votre télé de lancer un appel aux avocats qui ont ces informations pour qu'on puisse les contacter et avoir toutes les informations concernant les différents cas. Donc, c'est un mouvement où on a touché des avocats, on a touché des blogueurs, on a touché des syndicalistes, on a touché des militants des droits de l'homme. On essaie de regrouper tout ce beau monde pour parler des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion en Algérie. Et à l'international, vous avez fait quelque chose? Avant de faire quelque chose à l'international, nous avons déjà fait participer au niveau international, que ce soit devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que ce soit devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU, que ce soit devant la question des migrants. Donc nous essayons de faire, mais on ne peut pas faire des pressions extérieures si on ne sait pas aussi faire des pressions intérieures, si on ne sait pas construire des collectifs au niveau national. Sinon, au niveau extérieur, ça ne mènera à rien si on ne s'appuie pas sur quelque chose au niveau national. Et quand vous parlez de prisonniers politiques, Kaddour Chouicha, est-ce que vous parlez de tous les prisonniers politiques, sachant qu'une centaine d'ex-militants du FIS sont en prison, prisonniers politiques depuis des décennies maintenant, et que certains parmi eux sont décédés de cancer et d'autres maladies du genre? Oui, nous parlons de tous les prisonniers politiques. Nous ne parlons pas des tendances. On n'est pas d'un tribunal pour juger des tendances politiques. Nous parlons des prisonniers politiques. Nous parlions de questions de justice. Je vous pose par exemple un problème très simple. Comment se fait-il que ceux qui étaient dans les camps au Sahara, malgré qu'il y ait une décision officielle de dire qu'il faut qu'ils réintègrent leur emploi, beaucoup d'entre eux n'ont pas réussi à réintégrer leur emploi depuis le temps. Donc nous passons de questions de droit et de questions de justice. Merci Kaddour Chouicha, au plaisir de vous retrouver. Saïd Akni, il nous reste environ 3 minutes. J'aimerais savoir, vous qui êtes très actif dans les réseaux sociaux, comment faire, d'après vous, puisque la plupart de nos téléspectateurs qui nous regardent sont aussi dans les réseaux sociaux, comment faire pour protéger cette presse électronique qui est très prometteuse, qui est en train de faire un travail formidable, et comment faire pour nous prémunir tous, autant que nous sommes, qui sommes dans les réseaux sociaux, contre ce genre de représailles? Le seul mot dans c'est résistance. Pourquoi résistance? Parce que c'est un régime qui refuse la liberté, qui refuse une autre pensée, une autre démarche, qui refuse à ce qu'il y ait l'émergence de véritables canaux, de véritables acteurs, un véritable leadership journalistique, un véritable leadership politique, leadership économique. Tout ce qui est artificiel, ils le mettent en avant, ils le sponsorisent. Et regarde un peu la situation, quand je dis l'environnement journalistique, on ne peut pas l'extraire de l'environnement politique. Dernier élément factuel. Les généraux sont libérés par ordre d'un président grabataire.
et les journalistes, enfants du peuple, sont en prison, des prisonniers politiques. C'est encore une fois une justice, un pays à deux régimes, à deux collèges. Le collège des généraux et de leurs sous-fifres et de leurs éléments, y compris parmi la société, et le collège du peuple qu'on est en train d'incarcérer, qu'on est en train de tuer, l'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Il faut y vivre pour savoir c'est quoi toutes les pressions. La pression du système, la pression de la tribu, la pression de l'argent, la pression de la famille. Toutes les pressions sont réunies à tel point que personne ne se sent bien. Aujourd'hui, la dernière fois, vous avez donné une idée magnifique. Il faut qu'on y réfléchisse parce que tout seul, on n'a pas les solutions à tout. Vous avez dit, si par exemple à 22h on est à la lumière et si par exemple on prend le Mahrez à une certaine heure, ça je pense que c'est une idée simple. Parce que le peuple, aujourd'hui, il en a marre des discours. Tout le monde est devenu un bon tribun, un analyste stratosphérique, quelqu'un qui a lu toutes les théories, toutes les connaissances, et surtout nous qui faisons les plateaux, et surtout les leaders politiques qu'on voit actuellement avec le costume, avec le machin, ils roulent les reux, et certains apprennent l'arabe, d'autres apprennent d'autres langues. Donc on connaît tout, et c'est nous des moralisateurs, et on donne des leçons au peuple, et quand le peuple, il cherche à savoir notre parcours, il va trouver que nous sommes les plus grands malfrats de la planète. Donc, à travers des questions très simples, très simples. Casserole, par exemple, klaxon, et on doit réfléchir. Et je demande une chose, non pas parce que je suis dans cette chaîne, mais parce que aujourd'hui, cette chaîne, c'est le premier élément médiatique crédible dans le pays. Quand on parle de l'Himar TV, c'est pour rigoler. Quand on parle de l'Ias Rahmani, c'est pour l'Ias. Quand on parle de la zéro, c'est pour dire que Khaled, c'est l'infini. Il n'y a pas la TV algérienne. Mais quand on parle de le Maghrébia, je peux dire que le Maghrébia, elle peut être l'initiatrice, sinon le vecteur de ce genre d'idées. Et à travers des journalistes comme Djemeldine, non pas parce que tu es là, parce que tu es un professionnel, tu as de l'éthique, tu as des valeurs et tu es un humaniste et tu ne fais pas de différence. Rabbi Aïch Saïd, moi ce que je veux dire, et je te remercie pour tout ce que tu as dit pour le Maghrébia, mais le Maghrébia est là, sa direction est tout à fait décidée à accueillir tous les Algériens qui veulent lutter, qui veulent résister, qui ont un mot à dire, qui ont leur mot à dire et qui veulent se solidariser avec tous les opprimés de ce malheureux pays. Maghrébia sera là pour tout le monde. Barakallahu fik Saïd. Merci à Qaddour Chouicha, merci à Karim Kabir, merci à toi Saïd, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khawala khair, salama.